Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsi Cyborg où nous allons vous présenter les 5 clés pour faire de votre projet IT un vrai succès d'entreprise. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par David Lafer, directeur conseil et transformation numérique. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour David. Bonjour Léa et merci. Bienvenue à tous et bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de partager avec vous 5 clés pour faire de votre projet IT un véritable succès d'entreprise. Je me présente rapidement. Donc, je suis David Lafer, comme Léa vous l'a dit, le directeur du conseil et de la transformation numérique chez Apsis Cyborg. J'ai à peu près 25 ans d'activité autour des projets de transformation d'entreprise. Et donc, j'ai eu l'occasion de mener à bien de nombreux projets, un peu sur tous les sujets, et de nombreux projets IT, de mise en place de solutions. Donc, je vais essayer aujourd'hui de partager avec vous cette expérience et d'évoquer quelques clés pour réussir vos projets. Donc, excusez-moi pour l'avancée un peu rapide. Très rapidement, je vais vous présenter Apsis Cyborg pour les gens qui ne nous connaissent pas. Donc Apsis Cyborg, c'est un acteur historique de la mise en place de solutions informatiques et de solutions numériques, puisqu'on est là depuis plus de 30 ans. On a une taille assez importante, puisque nous avons la chance d'avoir plus de 3000 clients sous contrat avec nous, que nous aidons au quotidien, pour un chiffre d'affaires d'à peu près 65 millions. Et puis Apsis Cyborg, c'est 500 collaborateurs à votre service, répartis dans beaucoup de régions, pour un service de proximité, donc dans 15 agences en France et à l'international. Les expertises d'Apsis Cyborg, c'est sur des sujets qui sont la mise en place de solutions de gestion, de paye, de RP, de CRM, sur des sujets qui sont le décisionnel et le reporting, et puis également les aspects infrastructure à travers nos solutions d'hébergement cloud et nos prestations de services managés. Un volant d'expertise assez conséquent, puisqu'on part du conseil, donc que je représente aujourd'hui, l'intégration, c'est-à-dire la mise en place de toutes ces solutions, et le support après démarrage pour, au quotidien, vous accompagner et faire en sorte que vos solutions fonctionnent bien et rendent bien les services auxquels elles sont dédiées. Donc moi, je représente la practice conseil. Qui sommes-nous? En fait, nous ne travaillons pas directement sur l'expertise outils ou logiciels. On est une équipe de consultants qui sommes à la fois des experts métiers, on travaille sur le métier, et puis on est des experts en direction de projet, puisque on vous accompagne sur des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On intervient en amont des projets SI pour des missions de cadrage. Ça peut être très haut niveau en termes stratégiques pour des schémas directeurs ou des choses plus précises sur de la refonte de processus. On intervient durant toute la durée des projets, donc en assistance à maîtrise d'ouvrage pour vous aider à piloter vos projets et également gérer la partie métier avec l'accompagnement au changement. Et puis on intervient aussi après la phase projet sur la mise en place de cycles d'amélioration continue pour traiter des points précis. Donc nous, nos sujets, c'est l'optimisation des processus métiers, bien sûr la gestion de projet en mode maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire, on reviendra là-dessus un peu plus loin, c'est très important de le préciser parce que c'est une des clés pour réussir vos projets, ne pas oublier cette dimension globale du projet. Et puis, on est également des spécialistes des nouvelles technologies, donc on apporte dans nos conseils ou dans notre approche tout l'état de l'art en termes de nouvelles technologies numériques pour pouvoir vous conseiller et vous orienter. Voilà pour la pratique conseil. On vous propose tout un volant de missions, qui ont des missions de cadrage, comme vous l'avez compris. On peut vous aider à choisir vos solutions, missions d'aide au choix. Bien sûr, des missions d'assistance, de pilotage et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, et puis des missions d'optimisation, comme je l'évoquais. Après cette présentation d'Apsis Cyborg
et de mon activité conseil, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc le thème d'aujourd'hui, hein, c'est de vous donner des clés. Alors, on a choisi 5 pour faire de vos projets, alors qui sont plutôt des projets technologie d'information ou système d'information, des succès d'entreprise. C'est important de mettre ces deux termes en contrepoint, justement parce que pour dépasser, je dirais, l'aspect technique et technologique d'un projet IT et en faire un vrai succès humain, d'organisation, de valeur pour toute organisation. On a dit entreprise, mais ça peut être aussi des organisations non commerciales. Euh, donc, en introduction, en fait, on a un peu, alors avec un peu d'humour, hein, j'ai mis cette photo du Graal, Sacré Graal, qui est un peu la recherche des projets. C'est quelque chose qui semble un aboutissement et quelque chose d'inatteignable. Alors, je vous ai pas mis, je vous ai pas abreuvé des nombreuses statistiques qui sont faciles à trouver sur Google notamment, qui vont vous expliquer que 8 projets informatiques sur 10 ne sont pas considérés comme des succès, soit des échecs totaux ou des semi-échecs, qui vont vous donner les raisons, manque d'implication de la direction, manque d'implication des collaborateurs. C'est rarement cette source d'échec des raisons techniques. C'est vraiment plus des questions, des raisons d'organisation et dans l'engrenage entre la technologie et l'organisation, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais bon, la statistique, alors c'est peut-être pas 8, peut-être sévère, hein, c'est peut-être pas 8 projets sur 10 qui sont des échecs, mais quand même, il y a une grande proportion des projets qui n'atteignent pas leur objectif. Et ce qu'on aimerait, hein, c'est pouvoir avoir, qu'est-ce que c'est le succès d'un projet? Ben déjà, c'est un projet qui se termine dans les délais prévus, où on ne dépasse pas le budget et puis où on atteint la cible qu'on s'était fixée au départ. Déjà ça. Et puis au-delà de ça, c'est que la solution soit bien utilisée, qu'il y ait un bon usage par les collaborateurs de la solution, et puis que ça ait créé de la valeur, qui soit à la fois perçue par les collaborateurs, à la fois perçue par la direction. Donc tout ça, alors le Sacré Graal, c'est de la mythologie, c'est de l'imaginaire, et en fait, concrètement, on peut arriver à cet objectif, et c'est très, très pragmatique, au contraire, c'est plutôt une question d'approche, de méthodologie et d'outils. Et c'est de ça dont on va discuter dans l'heure qu'on va consacrer à ce sujet. Première clé, c'est de concevoir votre projet, on parle bien de projet IT, mais concevoir ce projet comme un projet métier. Avant tout, avant d'être un projet de technologie, que ce soit un projet pour les métiers et avec les métiers. C'est très important qu'ils soient impliqués. Parce que finalement, la vocation d'un projet système d'information, c'est pas une vocation d'équipement. Le but, c'est pas de s'équiper, mettre en place un ERP pour avoir un ERP, un CRM pour avoir un CRM, ou du décisionnel pour avoir du décisionnel. C'est pas non plus de cocher une case dans la technologie. Puis on sait très bien que, à part quelques cas très spécifiques, la technologie elle-même ne va pas apporter seule des résultats pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on attend quand on lance un projet, qui sont des projets conséquents en termes de budget, qui sont des projets ambitieux, avec des risques, qui sont un vrai effort de la part de l'entreprise? C'est des améliorations, c'est une cible d'amélioration. Et pour atteindre ces améliorations, il faut commencer par travailler la vision métier de votre projet. Donc, déjà enclencher votre projet comme un projet d'entreprise, transformation métier, et pas par le biais de dire tiens, on va mettre en place une nouvelle brique technologique ou un nouveau type de solution. Première étape, alors ce que je vais dire là, il y a beaucoup de choses que je vais dire qui sont peut-être des lieux communs au niveau de la méthodologie ou des principes de gestion de projet, mais en fait, ce sont des choses que tout le monde a assimilées sur le principe, mais qu'on va pas toujours, voire assez rarement, mis en pratique concrètement.
Donc, la première chose qui est très importante pour votre projet, c'est de trouver un véritable sponsor. Un projet qui n'a pas de sponsor n'existe pas. Pas de sponsor, pas de projet. C'est une maxime qu'on a l'habitude d'utiliser dans tous les cours de méthode de gestion de projet. C'est vrai. Et quand je dis un véritable sponsor, donc ça doit être quelqu'un qui... quel est le rôle du sponsor? C'est de porter le projet au sein de l'entreprise, vraiment le porter. C'est-à-dire qu'un projet, ça demande de l'énergie, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en saisisse et qui représente ce projet dans l'entreprise. Et puis, ben, il est important parce qu'en dernier recours, c'est lui qui va valider les éléments structurants du projet. Et donc, quand je dis un véritable sponsor, il faut choisir, souvent, dans les projets qui ne fonctionnent pas, il y a une des raisons, c'est que soit il n'y a pas vraiment de sponsor identifié, soit le sponsor, il est trop faible pour le casting. Il faut que ce soit absolument quelqu'un qui a un véritable niveau de responsabilité et de décision dans l'organisation. Donc pour moi, un sponsor, c'est soit la direction générale, soit quelqu'un qui fait partie de la direction. Le sponsor, ça ne doit pas être le DSI, sauf sur des projets techniques. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que les DSI ne sont pas des contributeurs majeurs au niveau du projet. On a des DSI visionnaires qui suscitent les projets, qui proposent des solutions, etc. Mais ils ne doivent pas être le sponsor du projet. Le sponsor, ça doit être un directeur, quelqu'un qui a une position élevée dans l'entreprise et qui va incarner le projet, lui donner du poids, lui donner de la dynamique. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, pensez à impliquer la direction dans votre projet. Parce que ça, c'est le début de la dynamique. Le sponsor, ça doit être quelqu'un de la direction, assez fort. Mais votre projet va d'autant mieux avoir une dynamique, avoir du poids dans l'entreprise, aller dans la bonne direction, que vous aurez impliqué assez tôt les différents membres de la direction concernée, et notamment pour avoir leur point de vue sur les enjeux et les risques de projet. Et ça va vous permettre également de formaliser, parce que c'est des choses pareilles, tout le monde est dans toutes les entreprises, tout le monde sait plus ou moins pourquoi on fait le projet, mais en fait non, parce que ça n'a jamais été décrit, formalisé et réfléchi et partagé. Donc ça, c'est le début de la dynamique. Il commence tout en haut de l'échelle, c'est-à-dire avec la direction de l'entreprise. Et donc, pensez à faire des ateliers sur lesquels les gens vont pouvoir s'exprimer. Vous allez vous formaliser, confronter la vision de chacun et pouvoir poser des mots et des visuels sur la raison d'être de votre projet. Et ça va être partagé par tous. Ça va être partagé aussi avec les collaborateurs que vous allez impliquer dans le projet, qui sauront également qu'ils ont le soutien de leur direction est impliquée dans le projet. Alors, vous pouvez avoir des choses très schématiques, et je vous ai mis un exemple de choses qu'on peut faire si on veut vraiment creuser le sujet et en faire donc, parfois, c'est le cas, le projet en vaut cet effort où la direction demande à ce qu'on ait des choses très rédigées, on peut aller vraiment dans le détail. Donc là, vous avez à gauche, par exemple, des enjeux sur un projet, je crois que c'est un projet ERP, qu'on a pu mettre en lumière et expliquer pourquoi et en quoi consistaient ces enjeux. Donc ça, c'est très important. Et puis ensuite, il faut impliquer les métiers à la jeunesse du projet. Donc ça, c'est très important également. Pour comment on fait un projet métier, c'est dès le départ, dès le moment où on pense à faire un projet, en impliquant les métiers, dans la conception même de ce projet. Le contre-exemple, c'est d'impliquer les métiers dans une phase, on va dire, une fois qu'on a choisi l'outil, qu'on est dans une phase projet, d'analyse, etc., voire de phase de validation, et que ce projet soit vécu comme un projet qui vient du haut, qui est un projet entre l'informatique et la direction, qui va pas forcément, on leur a pas demandé leur avis, ça va pas forcément apporter quelque chose, à part du travail en plus et des efforts d'adaptation de leur part. Et puis, alors je caricature volontairement, on va dire de toute façon, ça sera comme d'habitude, ça marchera pas, et puis à la fin, on n'aura pas gagné grand-chose. Donc,
le contre-pied de ça, c'est vraiment, dès le début, dès la jeunesse, dès qu'on envisage de faire un projet, d'impliquer les métiers dans la définition de ce projet. Alors nous, on a une méthode qui en vaut une autre, mais vraiment, ce qui est important, donc là, nous, par exemple, on vient de voir qu'on identifiait les enjeux, c'est la première étape. On essaie de cartographier les processus, les points d'amélioration, etc. Et puis, on organise avec les métiers, ça c'est en tout début de projet, avant même qu'on ait choisi la solution, on organise des ateliers où on va pouvoir exprimer une cible de manière transverse pour casser les silos aussi en interne, pour en faire un vrai projet pour toutes les parties prenantes, tous les acteurs concernés, travailler ensemble à la définition de ce projet. Et la définition de ce projet, elle va d'abord être une définition de processus, une définition de parcours utilisateur, donc des choses qui sont très métiers, que les gens vont comprendre, auxquelles ils vont pouvoir adhérer, dans lesquelles ils vont pouvoir se projeter. Et puis ensuite, on va travailler les aspects informatiques, définir quelles sont les fonctionnalités dont on a besoin, le système, et donc avec son implication, son imbrication dans l'ensemble du système d'information, jusqu'à aboutir sur une définition de cible, solution ou un cahier des charges. Mais on a commencé par les aspects métiers. On a la vision de la direction, on a créé ce projet avec les métiers, bien sûr, conjointement avec les acteurs ici aussi. Il ne s'agit pas de faire, justement, l'idée c'est de faire du transverse et que tout le monde travaille ensemble. Et ce qui va faire le succès de ça, c'est qu'il faut que tous les métiers soient impliqués, qu'on fasse vraiment du travail collectif et transverse. Il ne s'agit pas d'aller interviewer les gens dans différents silos. Et puis, l'adhésion à la cible et au projet. Et si vous avez obtenu ça à la jeunesse de votre projet, vous avez de sacrés atouts en main pour que ce projet ait une dynamique forte au sein de la société, de l'entreprise, pour également que l'ensemble des acteurs attendent la solution et adhèrent finalement à ce qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est un point important pour réussir son projet. Deuxième clé, c'est le cadrage. Avant de commencer votre projet, établissez un cadre clair et précis de ce que va être ce projet. Pareil, ça c'est quelque chose que vous avez dans toutes les méthodes de gestion de projet, mais qu'on néglige assez souvent. La phase de cadrage, elle est assez succincte, on n'y passe pas beaucoup de temps, elle n'est pas très précise, et puis derrière on déroule le projet, on y va. Pour des raisons budgétaires, pour des raisons de temps, parce qu'on n'y voit pas forcément l'intérêt, et en fait, ça vous handicape dès le départ. Donc, deuxième clé, passez du temps sur le cadrage de votre projet. Donc, il y a une expression, alors j'aime pas trop les anglicismes en général, mais je trouve que ça sonne mieux en anglais. C'est plan the work, work the plan. Et là, vous avez un projet qui va être sécurisé et surtout un projet dans lequel les différents acteurs, et n'oubliez pas que pour réussir votre projet, vous avez besoin du métier, vont savoir clairement où on va, ce qu'on fait et ce qu'on a à faire dans le projet et ce qu'ils n'ont pas à faire. Quelle est leur contribution? Donc, il faut passer par une définition ce qu'on appelle, dans le jargon méthodologie de projet, la baseline, en français on pourrait dire note de cadrage, dans un cadrage du projet. Et un cadrage qui est bien fait, alors nous on vous a mis un exemple de ce qu'on a au sommaire d'une note de cadrage. C'est quelque chose qui va poser, qu'on va partager, qu'on va valider sur tous les aspects du projet, et ce, avant de commencer à travailler. Et après, normalement, on n'a plus qu'à, entre guillemets, dérouler ce qui a été prévu dans ce cadrage. On sait très bien que sur tout projet, il y aura des aléas et que ça ne se passera jamais exactement comme on l'avait prévu au départ, mais une grande partie de ce qu'on va faire aura été organisé et on a la vision dès le départ de tout ce qu'il y a à faire, notamment la gouvernance, notamment les risques, dont on parlera un peu plus tard, bien sûr un organigramme des tâches, c'est-à-dire une structuration de tout ce qu'il y a à faire sur le projet, avec les différents acteurs concernés, le planning, les rôles et responsabilités de chacun, pour que ce soit clair, et puis tout ce qui va être les outils de pilotage, les outils de livrable. C'est très important de le faire, parce que ça, si vous le faites bien, c'est aussi
un facteur de succès du projet. Souvent, on se rend compte qu'il y a une dérive du projet en plein milieu, et puis on se rend compte que finalement, il y a des choses qui n'étaient pas claires au départ, qu'on n'avait pas bien définies, organisées, et on a une zone de flou. Alors là, une fois qu'on a une zone de flou, effectivement, c'est la porte ouverte à des dérives, à des incompréhensions, à des rejets de la responsabilité chez l'un chez l'autre. Donc, effectivement, bien cadrer votre projet. Et ce cadrage, donc, on a ici quelques exemples de ce qu'on peut trouver dans une note de cadrage. On décrit les instances de pilotage. On a évidemment un planning assez, je dirais, visuel et graphique du projet. On dit bien quelles sont les factures clés de succès, l'organigramme, les risques et bien sûr l'organigramme des tâches. Tout ça, ça sécurise le projet parce que c'est écrit, c'est partagé, c'est validé. Et c'est également un outil de communication pour le projet. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous allez utiliser pour expliquer le projet à tous les acteurs qui vont y contribuer. Donc c'est quelque chose qui est important pour que chacun ait ses points de repère. Et généralement, on utilise cette note de cadrage. Alors, on ne fait pas toujours des kick-offs, mais c'est quelque chose qui va servir, dont on va prendre des éléments pour une réunion de lancement. La réunion de lancement, elle est là pour communiquer la raison d'être du projet, et l'appui de la direction, et également pour expliquer aux gens comment va se passer le projet et quand est-ce qu'ils vont être impliqués. Là, par exemple, il y a le planning du projet, puis alors, il y a tous les formats possibles, mais un format qu'on a utilisé, par exemple, c'est le planning du projet. Puis vous avez ici les moments où on va solliciter les utilisateurs clés, par exemple, qui sont les contributeurs métiers du projet. Donc cette deuxième clé, vraiment soigner le cadrage du projet. Cette phase de cadrage, c'est très important et vous allez y gagner par la suite. Troisième clé, c'est la gouvernance. Donc ça aussi, c'est un facteur. Alors, dans les statistiques que j'évoquais tout à l'heure, c'est la deuxième cause sur ces statistiques d'échec. La deuxième cause d'échec sur les projets, c'est le manque d'implication ou de support de la direction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un projet qui suit son cours avec certains acteurs, on a des difficultés, et puis on n'a pas vraiment on avait bien pourtant prévu un sponsor, on avait prévu une implication de la direction, et puis dans le courant du projet, finalement, ces gens-là sont plus là, et ce projet devient secondaire, moins visible, on n'a pas les arbitrages nécessaires à pouvoir avancer vite, à pouvoir contrer les aléas qu'on va rencontrer, et le projet dérive parce que personne ne prend vraiment la responsabilité. Donc, pour bien réussir un projet, il faut mettre en place la gouvernance. C'est un des éléments majeurs. Il faut qu'on ait une gouvernance avec des gens impliqués, avec des gens qui ont le niveau, avec des gens qui, encore une fois, portent le projet. Tout ça, ce n'est pas des vœux pieux, ça s'organise en fait. Donc, on peut avoir, mais on n'est pas obligé d'avoir tout le comité de direction, mais il faut que la direction, quelqu'un du comité de direction, soit systématiquement présent au comité de pilotage. Sinon, le pilotage finalement a peu de valeur. Donc c'est très important d'organiser. Et donc pour ça, il faut que ces directeurs ils soient convaincus que c'est important qu'ils y soient, que ce ne soit pas une variable d'ajustement dans leur agenda. Deuxième point, il faut mettre en place des instances de pilotage efficaces et qui ne se marchent pas sur les pieds. Pareil, on peut avoir des causes d'insuccès sur les projets parce qu'à un moment donné, le comité de pilotage, ça devient un super comité de projet et c'est là où les directions vont plus venir parce que finalement, on apporte, c'est long, on apporte tous les problèmes et personne peut trancher. Donc on remet toujours la décision à plus tard. On sature les gens de chiffres, de suivi.
qui sont barbants, ennuyeux, et puis auxquels on ne comprend rien. Et donc, on a un comité de pilotage qui est là parce que c'est écrit dans le manuel qu'il faut faire un comité de pilotage, mais qui ne produit pas ce qu'il doit produire. Et on a les comités de projet. Et les comités de projet, c'est pareil, les comités de projet, un comité de projet qui dure 4 heures, où on va prendre une liste interminable de points, un par un, pour discuter sans apporter des réponses, etc. C'est quelque chose qui va être inutile, qui ne va pas produire grand-chose. Donc il faut bien organiser votre projet avec une instance de comité de pilotage qui soit vraiment un comité de pilotage et une instance de comité de projet qui soit vraiment un comité de projet et puis qui soit dynamique. Donc, un comité de projet comme un comité de pilotage, il faut se fixer la cible que ça ne dure pas plus d'1 heure. Donc, le comité de pilotage est plutôt mensuel, le comité de projet il est plutôt hebdomadaire. Comité de pilotage, c'est plutôt une instance d'arbitrage, d'information, d'arbitrage, de décision. Le comité de projet, c'est une instance de travail, mais qui doit se focaliser sur les points les plus importants. On doit travailler hors du comité de projet sur le détail et ce qui est accessoire. Et si ces deux instances fonctionnent bien, on va avoir le résultat obtenu et la bonne gestion du projet. On va faire avancer au niveau du comité de projet les éléments et les premiers niveaux de gestion des alertes et des dérives. Et le comité de pilotage, les directeurs vont y aller d'autant plus facilement qu'on va leur apporter des dossiers d'arbitrage bien structurés, où ce sera facile pour eux de décider. On va leur apporter de l'information synthétique mais importantes qui vont leur donner l'impression d'être loin mais en ligne avec ce qui se passe sur le projet et de pouvoir apporter un avis de direction sur le projet. Donc ça, réussir vos instances de pilotage, c'est extrêmement important. Donc bien définir ce qu'on fait quoi, avoir les bons outils et le savoir-faire pour les animer et pour faire en sorte que ce soit des choses très dynamiques et productives. Alors, j'ai pris cette analogie du projet avec un bâtiment, un paquebot là en l'occurrence, qui me semble pas mal parce que en fait un projet, alors ça peut ne pas être un paquebot, ça peut être un ferry ou même un navire plus petit, ça dépend des tailles de projet. Mais l'idée c'est que en fait on a un vaisseau qu'on doit amener à bon port, qui est la cible qu'on s'est fixée au départ, et on va devoir faire travailler différents corps de métier, différents individus, toute une organisation, des gens internes, des gens externes, vers un même objectif. Et c'est ça le challenge d'un projet, c'est d'arriver à créer cette dynamique et cette complémentarité entre différents acteurs, donc des acteurs informatiques ou donc des consultants, l'informatique interne et des acteurs métiers. Si ce n'est pas les acteurs métiers, encore une fois, votre projet, il ne va pas produire grand-chose. Et le choix, le casting, on a parlé des instances de gouvernance, on a parlé des sponsors, composition du comité de pilotage. Il faut aussi réussir son casting du directeur de projet. Donc, j'ai volontairement appelé directeur de projet plutôt que chef de projet, parce que j'insiste et sur l'aspect maîtrise d'ouvrage, parce que j'insiste sur le fait que cette personne, elle gère l'ensemble de projets dans tous ses aspects et l'ensemble des équipes. C'est ça qu'il faut mettre en place. Si vous mettez en place une chefferie de projet ou une direction de projet qui ne va gérer que les aspects planning, informatique des consultants et qui ne va pas gérer les aspects notamment métiers, des équipes métiers qui vont participer ou d'autres, et d'ailleurs dans les parties prenantes vous avez la direction qui est au comité de pilotage, et bien quelque part vous allez marcher sur une seule jambe et vous verrez que les aléas de votre projet vont pas mal venir de la non-gestion de ces contributeurs métiers qui ne sont pas des contributeurs techniques ou technico-fonctionnels informatiques. Donc, il est important qu'il y ait quelqu'un, qui est un pilote, un capitaine du bateau, pour organiser le travail de l'ensemble des gens et créer la dynamique entre ces différents acteurs qui sont
pas du même métier, qui ne parlent pas le même langage, notamment. Donc, on a ici une palette un peu de tout ce que doit faire un directeur de projet, un bon directeur de projet. Alors bien sûr, il y a le suivi du plan, ça paraît évident. Suivi de l'avancement, ça paraît évident aussi. Aspect peut-être le plus important, c'est la dynamique du projet et la communication. Parce qu'un projet qui n'a pas de dynamique, et un projet où les gens travaillent chacun de leur côté pour essayer à un moment donné de voir s'ils sont au rendez-vous à une date qui est un jalon, eh ben, vous avez, allez, 9 chances sur 10 pour que ça ne fonctionne pas. On n'arrive jamais, si ce n'est pas géré, si on n'a pas créé quelque chose entre ces différents contributeurs, d'appartenance, de communication, de travailler ensemble, travailler sur le même projet, ben à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a des gens en retard, ou qu'on s'est mal compris, ou que ça ne se rejoint pas au bon endroit. Alors, il y a quelques temps, dans un séminaire, on nous avait fait construire chacun la moitié d'un pont pour s'apercevoir que quand on essaie de coller les deux moitiés du pont, ça ne se rejoint pas. Il y en a un qui est plus haut que l'autre. Là, c'est un peu pareil. Donc, s'il n'y a pas cette communication, et s'il n'y a pas la dynamique, ce côté on est ensemble pour réaliser quelque chose d'important pour l'entreprise, mais au bout, et ben vous perdez des chances de réussir votre projet, vous augmentez les chances que quelque chose ne fonctionne pas. Et la dynamique, c'est important aussi parce que quand il y a un aléa sur le projet, quand il y a un coup dur, quand il y a un obstacle à passer, eh ben c'est le fait de travailler ensemble qui permet de passer l'obstacle. C'est pas de se regarder en disant ah bah moi j'y suis pour rien, ou tiens je ne sais pas, c'est pas à moi de m'en charger. Donc ça, c'est très important parce qu'on sait très bien que sur les projets, il y a toujours des moments où il faut serrer les coudes et trouver ensemble les moyens, collectivement, de passer l'obstacle. Donc, il y a d'autres tâches sur, évidemment, tout ce qui va être la maîtrise des instances de pilotage sont très importantes, comme on l'a vu, la coordination, l'assurance de la cohérence de tout ce qu'on fait, parce que alors ça a l'air une évidence, mais souvent sur les projets, on se rend compte qu'il y a des gens qui font pas le même projet. Il faut garder une cohérence entre tout ce qui est fait, puis pas oublier pourquoi on fait le projet et qu'est-ce qu'on vise. Se rappeler la bonne direction, le bon cap. Et bien sûr, je l'ai gardé pour la fin, c'est la gestion des risques, dont on parlera un peu plus tard. Mais la gestion du risque, pour réussir un projet, c'est un élément déterminant. Et donc, les qualités nécessaires du chef de projet ou du directeur de projet, je ne vais pas toutes vous les préciser. De toute façon, vous pourrez lire ce support à tête reposée parce qu'on vous le communiquera. Mais il y a des choses qui sont souvent, d'ailleurs, quand on se demande c'est quoi les qualités d'un bon directeur de projet, d'un bon chef de projet, on va dire c'est quelqu'un qui doit être organisé, rigoureux, savoir suivre un planning, faire un planning, etc. Alors c'est vrai, mais si c'est que ça, c'est pas ça qui fait la différence. C'est pas ça qui fait la différence entre un directeur de projet qui gagne et un directeur de projet où on aura toujours à la fin un projet mi-figue, mi-raisin. En fait, il y a beaucoup de qualités du directeur de projet qui sont des qualités, je dirais, ce qu'on appelle des soft skills ou des qualités humaines ou personnelles qui sont vraiment, qui vont donner cet influx qui fait gagner finalement le projet. Notamment le fait de s'approprier le projet et de se sentir responsable de tout ce qui se passe sur le projet. Chef de projet ne doit pas vous dire, ou un directeur de projet ne doit pas vous dire ça, j'y pouvais rien parce que c'est de la technique, moi je ne connais pas. Quoi qu'il arrive, le directeur de projet il est responsable de ce qui se passe. Il doit s'arranger pour pouvoir, même s'il n'est pas spécialiste de chacune des activités ou des expertises, il doit réussir à comprendre et anticiper quelque chose qui va mal se passer. Et si ça se passe mal, c'est lui le responsable, c'est lui qui doit prendre en charge la résolution. Bien sûr, l'anticipation, il faut avoir un gros mental pour être un bon directeur de projet. Il ne faut pas se décomposer devant la difficulté. Et puis, le plus important, on vous le dira, on vous l'a déjà dit, on ne vous le dira jamais assez, la qualité principale d'un bon directeur de projet, c'est la communication. 70% du travail d'un chef de projet ou d'un directeur de projet, c'est de communiquer, c'est de traduire, c'est de faire la synthèse, c'est de mettre en commun, c'est d'expliquer.
du bas vers le haut, du haut vers le bas, pour que chacun ait la même vision, soit dans la même dynamique et se comprenne. Donc pensez bien à trouver des directeurs de projet qui ont ces qualités-là, parce que c'est ça, un atout très important pour faire gagner votre projet. Mais il n'y a pas que le savoir-faire. En fait, il faut aussi s'appuyer, ce qui va vous aider à faire tout ça, c'est les méthodes et les outils. C'est-à-dire qu'il y a la personne avec ses qualités, mais il faut également que vous ayez une panoplie d'outils, à la fois pour le pilotage stratégique. Donc ça, c'est des choses qui vont... Alors les outils structurent aussi la méthode, ou sont structurés par la méthode, c'est dans les deux sens. Il faut que vous ayez des bons outils pour assurer le pilotage stratégique avec des choses visuelles. Le pilotage stratégique, c'est avec le comité de pilotage. Donc il faut que ce soit des choses synthétiques, visuelles, que des gens qui ne sont pas au quotidien en contact avec le projet puissent comprendre et donc sur lesquels ils puissent trancher. Et puis, pour que la fameuse coordination dont on vient de parler, etc., fonctionne, il faut aussi des bons outils en termes de suivi opérationnel des projets et de tout l'ensemble des contributeurs, les contributeurs métiers, les contributeurs informatiques ou techniques sur le projet. Et puis même, aller plus loin avec des outils collaboratifs, des choses, on est en 2021, on a mieux encore qu'Excel ou PowerPoint pour travailler. On a des outils dynamiques qui permettent de suivre les anomalies, de travailler en mode collaboratif, de faire de la formation sous forme de vidéo, etc., etc. Donc il faut aussi penser à utiliser ce type d'outils. Ce n'est pas des machines de guerre, c'est des choses que vous utilisez déjà au quotidien. Donc il ne faut pas imaginer pour un petit projet, par exemple, il fallait mettre en branle des techniques et des outils hyper compliqués. En fait, non, il faut appliquer les principes et trouver pour les projets simples des solutions simples. Et elles existent et elles vont grandement vous aider à réussir votre projet. On parlait des risques. Notre conseil, et ce qu'on applique nous quand on nous confie le pilotage des projets, c'est le pilotage des projets par les risques. Ça, c'est aussi un élément déterminant pour justement éviter les dérives du projet. Donc, je reprends mon image du paquebot. Un projet, voilà, c'est comme un paquebot, là, pour le coup. Ça a une certaine inertie. Beaucoup de gens qui vont collaborer, il y a un planning compliqué, il y a des choses compliquées à faire. C'est pas évident de mettre en place ou de développer une solution ou de la tester. Tout ça est très compliqué avec beaucoup de gens. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas manœuvrer votre projet du jour au lendemain. C'est-à-dire que là, par exemple, si on prend l'image du paquebot, si vous voulez éviter un obstacle, vous avez intérêt à vous y prendre longtemps à l'avance pour pouvoir modifier la trajectoire de votre bâtiment pour éviter l'obstacle. Ça ne se conduit pas comme une Smart ou une Zoé où on donne un petit coup de volant et puis voilà. Donc le projet c'est pareil, c'est-à-dire que même pour les petits projets, il y a quand même si on s'aperçoit du problème une fois qu'on est devant le mur, on a beaucoup de mal à éviter des dégâts, des impacts sur le budget, sur le contenu du projet ou sur le délai. Si on voit les ennuis arriver d'assez loin, on peut, et il y a toujours des choses, des aléas sur un projet, on peut manœuvrer et trouver des solutions qui soient beaucoup plus indolores et qui permettent d'éviter de se prendre l'obstacle. Alors, les basiques, tout le monde les connaît, c'est la fameuse triple contrainte de gestion de projet. Donc, on dit, un projet, il faut garantir les délais, il faut garantir les coûts, et puis la performance de ce qu'on produit qui doit être équivalente, donc c'est la qualité ou la performance ou le produit, est équivalent à ce qu'on attendait au départ. Et ça, c'est vrai, on ne va pas remettre en cause ces principes-là. En revanche, le meilleur moyen de garantir et de gérer ces trois aspects, la triple contrainte, c'est d'approcher par les risques. C'est-à-dire que si vous arrivez à bien identifier, à bien mettre sous contrôle les risques, eh bien vous éviterez les impacts en termes de budget, de délai ou de non-conformité ou de réduction du périmètre de la solution.
Donc là, on vous a présenté, on présente comment dire, on ne peut pas prendre des risques d'entreprises avec lesquelles on a travaillé, hein, donc on a mis des choses assez banales en termes de risques, assez bateaux pour le coup, mais qui sont finalement des risques qu'on trouve assez fréquemment sur les projets. Donc l'idée, c'est de les identifier. Donc quand on travaille sur votre propre projet, enfin quand vous travaillez aussi sur votre propre projet, si vous utilisez cette approche par les risques, vous faites quelque chose de plus adapté, de plus fin, compte tenu du projet de lui-même, du contexte, de la technologie employée, de votre organisation, etc., etc. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé. Mais l'idée, c'est de l'identifier et puis d'essayer de les mettre sur une échelle. On va bien sûr surveiller plus particulièrement les risques qui vont être dans la partie rouge de cette matrice que les risques qui vont être dans la partie verte. Et l'idée, c'est de les faire redescendre. C'est-à-dire tout ce qui est en haut, de le tirer vers le bas. Et pour ça, derrière, on met en place un plan. On prend chacun de ces risques avec leur couleur, la case dans laquelle ils sont, puis on essaye de dire qu'est-ce qu'on mène comme action, et puis où est-ce qu'on en est. Est-ce que le risque il est sous contrôle? Même on peut avoir un risque rouge sous contrôle. Ou est-ce que on commence à plus être sous contrôle, ou est-ce qu'on est vraiment en zone de danger? Alors ça c'est schématique, c'est un truc qu'on peut partager avec le comité de pilotage. Et puis, bien sûr, on peut, comme on l'avait pour les enjeux tout à l'heure, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé pour bien expliquer quel est le plan. Dernière clé, accompagner les métiers dans toutes les phases du projet. Ne laissez pas vos métiers seuls avec votre projet. Parce que si vous les laissez seuls et que qui ne sont pas contributeurs du projet, que vous ne les emmenez pas dans votre projet, que vous ne les aidez pas, ils vont soit se désintéresser, se décourager ou mal comprendre ce qu'ils ont à faire ou où va le projet. Donc les métiers, il faut être avec eux sur toutes les phases du projet. Il faut tuer quelques idées reçues. On se dit, oh là, la conduite du changement, c'est pour les grandes entreprises, c'est pour les gros projets, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place, peut-être un peu superflu, c'est du confort. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que la conduite du changement, c'est pas compliqué. Vous pouvez mettre en place quelques actions simples que nous, on a identifiées, par exemple, mais c'est pas forcément obligé de mettre des choses très sophistiquées ou très compliquées. Pareil, qui vont pas forcément prendre beaucoup de temps. Il faut le faire sur tous les projets, c'est utile. Plus petit projet, un projet de dématérialisation de factures, par exemple, il faut faire de la conduite du changement. C'est pas parce que c'est un périmètre qui n'est pas le périmètre de toutes les activités de l'entreprise. Sur tous les projets, il faut faire de la conduite du changement. Et c'est pas du luxe, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va changer la réussite du projet. Donc c'est plus un indispensable qu'un luxe. Et puis, on ne fait pas la conduite du changement à la fin du projet quand on est en train de former les gens ou de leur faire tester la solution. Il faut impliquer les gens dans toutes les phases du projet et il y a de l'accompagnement métier dans toutes ces phases. Et ça, c'est vraiment un facteur hyper important du succès du projet. Moi, de mon expérience, comme je vous ai dit, j'ai 25 ans à faire des projets, à mener des projets. Moi, ce que j'en tire, c'est ma propre statistique, c'est que, donc on parle de véritable succès de projet, on est bien d'accord, c'est quelque chose qui soit vécu comme perçu, comme ayant apporté de la valeur à l'entreprise, ayant changé la façon dont on travaille, apporté des améliorations. 50%, c'est la technologie, c'est les bonnes solutions, bien réalisées, bien implémentées. Et 50%, c'est-à-dire la moitié du succès, ça vient du bon usage, de l'adhésion des métiers à la solution. C'est-à-dire être bien dans la cible, avoir apporté des réelles améliorations, que les gens l'aient intégré et que les gens utilisent bien la solution parce qu'une bonne solution mal utilisée, ça n'apporte rien. Donc, soigner cet accompagnement des métiers. Et c'est pas quelque chose qui est forcément démesuré, très consommateur, et on peut trouver des moyens très simples. Donc, voilà, ça se mène sur toutes les phases du projet. Là, on a un schéma de projet classique, l'analyse, la conception, paramétrage. Alors, chez FCC Cyborg, on met maintenant, parce que c'est les méthodes modernes, des boucles agiles pour travailler justement avec les métiers dans ces phases-là. C'est-à-dire qu'on
on produit, on fait valider au fur et à mesure qu'on avance. Il y a toute la partie formation et validation de la solution qui est très importante jusqu'au démarrage. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire. Je ne sais pas, il faut faire tout ça, mais il y a des actions d'accompagnement au changement tout au long du projet à chacune des phases. Il faut aussi accompagner ça souvent d'un plan de communication. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très sophistiqué, compliqué. Ça peut être des communications très simples, des newsletters, un affichage, rappeler aux gens qui sont impliqués sur le projet ce qu'ils ont à faire, leur dire où ça en est pour les rassurer, pour qu'ils soient prêts aussi. Et puis, alors, un élément important, c'est la recette, la validation, qui est les projets pour lesquels les démarrages ne se passent pas bien. Il y a de grandes chances que c'est parce que la recette est mal été, la validation n'a pas été bien effectuée. Ne pas comprendre que la validation de la solution, c'est un élément extrêmement clé du succès du démarrage du projet, eh bien, comment dire, se mettre vraiment à risque, hein, parce qu'il y a une grande partie du succès du projet qui se joue sur la bonne réalisation de la validation. Ce n'est pas une validation technique, pas être menée par les consultants. C'est une validation métier. Il faut que les gens ils pensent à tout ce qu'ils font au quotidien, tout ce dont ils ont besoin, tous les cas, et qui les déroulent, hein, non pas pour faire marcher un logiciel ou une solution, mais pour bien valider que d'un point A à un point B d'une transaction qu'ils font au quotidien, le système fonctionne, apporte les améliorations. Et c'est comme ça aussi qu'ils vont avoir envie de l'utiliser parce qu'ils vont se rendre compte normalement que la solution leur permet de faire les choses plus simplement. Donc il faut leur mettre des outils, il faut bien préparer les cahiers de tête, il faut les aider à le faire parce qu'on va demander à des gens dont ce n'est pas le métier de travailler sur des projets informatiques de contribuer à ces projets. Donc il faut leur expliquer, les aider, leur donner de la méthode et des outils. Et puis, il faut mettre des indicateurs pour voir comment la recette avance. Et ça va sécuriser et ça va faire que votre validation va être efficace. Et vous allez, les ennuis, vous allez les voir à ce moment-là. Et le jour où vous allez démarrer, vous n'aurez plus d'ennuis. Puis vous aurez des gens qui valident le fait que la solution est pratique, qu'il n'y a pas de risque et qu'elle apporte quelque chose. Donc c'est cette phase de recette, c'est très très important. Et il faut l'organiser, il faut aider les métiers parce qu'ils ne sont pas habitués naturellement à produire ce genre de choses. Même s'ils sont de bonne volonté, il faut leur donner des éléments. Il faut les accompagner, notamment sur cette phase de recette qui est très importante. Voilà, en résumé, hein, les 5 clés qu'on voulait vous donner aujourd'hui, avec des choses qui peuvent paraître évidentes quand on en parle comme ça, mais qui sont encore une fois plus une question de les mettre en place concrètement avec un bon savoir-faire, avec le respect de quelques principes qu'on a évoqués, et puis ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir des outils pour bien réaliser tout ça. Effectivement, ça ne s'improvise pas et c'est bien d'avoir de bonnes méthodologies et de bons outils parce que ça aide à appliquer ces différents principes. En conclusion, vous dire que notre practice, conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage peut vous accompagner sur ces différents aspects. Vous avez ici, je ne vais pas tout vous détailler, mais l'ensemble des propositions d'accompagnement qu'on peut vous faire. Ce qui est en bleu, c'est plutôt du pilotage. Ce qui est en vert, c'est plutôt de l'accompagnement des métiers. Vous pouvez choisir c'est vraiment à géométrie variable, de nous faire intervenir sur tous ces sujets ou sur un sujet un peu à tiroir, un sujet en particulier. Et puis, il y a une notion de curseur aussi, parce que parfois, on nous confie la totalité, puis parfois, on vient nous aider votre propre directeur de projet en interne, en lui apportant notre savoir-faire, nos méthodes, nos outils, on vous les donne, on vous les confie, pour justement aider d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue outil, les personnes qui sont en charge chez vous de ces sujets-là. Voilà, et puis notre apport de valeur, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on, évidemment, de tout ce qu'on a essayé de vous transmettre aujourd'hui.
Je reviens sur ce côté qui est très important, c'est l'engagement, l'incarnation, la dynamique qu'on peut mettre sur un projet. Et nous, quand on travaille sur votre projet, ben, c'est comme si ce projet c'était le nôtre et on met autant de volonté à le réussir que si c'était notre propre projet. Voilà, j'en ai fini de la présentation. Je pense qu'on peut passer, Léa, maintenant aux questions que vous avez bien voulu nous poser. Merci David pour cette présentation. Donc David, nous avons une première question. Est-il réellement nécessaire de monter un comité de pilotage avec l'ensemble de la direction de l'entreprise? Est-ce que ce n'est pas disproportionné? Alors, effectivement, l'idée, c'est pas systématiquement d'avoir toute la direction de l'entreprise au comité de pilotage. C'est vraiment à géométrie variable, suivant effectivement la taille du projet, également le périmètre du projet. Ce qui est important, c'est qu'à ce comité de pilotage, il y ait au moins un, voire plusieurs directeurs du comité de direction. On n'est pas obligé d'avoir tout le monde, mais c'est important parce que si vous n'avez pas de représentant du comité de direction, votre projet, il sera moins porté. Donc c'est pas forcément tout le monde, hein, mais il faut que le sponsor, on l'a dit, soit quelqu'un qui puisse incarner le projet. Et normalement, il fait partie du comité de direction. Et normalement, il participe. Enfin, c'est important qu'il participe au comité de pilotage. Mais si on a d'autres, c'est beaucoup mieux. Je peux vous prendre un exemple récent hein, sur un projet de dématérialisation des processus achats et de la facture. Au départ, le sponsor de ce projet, c'est le directeur administratif et financier du groupe. Nous, on a beaucoup insisté pour appliquer notre méthode à ce qu'on fasse une interview des enjeux de tout un tas des autres directeurs. Au départ, ils n'étaient pas totalement convaincus. Et ça a tellement bien marché qu'ils sont allés ils nous ont dit qu'il faut faire l'ensemble. Il y a des directeurs qu'on a oubliés parce qu'on pensait qu'ils n'étaient pas proches du projet. Il faut interviewer tout le monde. Donc, c'est important hein, d'avoir ce lien quand même avec la direction, même si tout le monde ne participe pas au comité de pilotage. Merci David. Deuxième question. Quand on voit l'étendue des actions de conduite du changement, est-ce que cela n'est pas un peu lourd pour des projets petits et moyens? Alors en fait, nous on vous a donné, on présenté un peu rapidement, hein, parce qu'il aurait fallu, on pourrait faire un webinar sur la conduite du changement pendant 1 heure, hein, il y a beaucoup de choses à dire, à expliquer, il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup d'outils. Il faut voir tout ça comme une boîte à outils. Quand vous avez votre boîte à outils, vous n'utilisez pas tous les outils et puis vous n'utilisez pas forcément les plus gros outils. Donc, ce qui est important de retenir, c'est le principe hein, et la typologie d'actions ou d'outils que vous pouvez mener. Et il faut construire votre dispositif de conduite du changement à la mesure de la taille de votre organisation, la complexité du projet, l'aspect stratégique, la dimension aussi, le niveau de maturité des collaborateurs. Il y a tout un tas de paramètres. Mais l'idée, c'est d'y penser, d'essayer de se dire, qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais mettre en place. C'est de ne pas se dire, la conduite du changement, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est superflu, donc on va faire un truc assez light, et puis on va se concentrer sur l'aspect technique du projet. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place. Bien sûr, c'est sur les très gros projets qu'on a une très forte, avec des outils multiples, conduite du changement, puis avec un budget aussi qui correspond à ça. Mais sur n'importe quel petit projet, vous devez pouvoir trouver des points de repère et des petits outils de communication, d'explication, de structure et des actions qui ne soient pas compliquées à concevoir ou à mettre en place et qui sont indispensables pour votre projet. Ça fait vraiment une différence. Merci David. C'était la dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site, apsiciborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt.